Bienvenue dans la partie 2 de la vidéo Batch Cooking pour le mois. Aujourd'hui, on va réaliser quelques recettes dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Et je commence par la recette du pain ou du cake salé à base de lentilles corail. Il n'y aura pas d'utilisation de farine blanche. Alors hier, j'ai bien rincé les lentilles corail et je les ai mis à tremper toute la nuit. Et donc aujourd'hui, on va commencer la préparation. J'ai vu qu'on peut réaliser du pain à base de lentilles corail pour ne pas utiliser la farine blanche et ça m'a intriguée. Par contre, ils utilisent de la levure boulangère et je ne sais pas pourquoi ça me bloque d'utiliser de la farine boulangère avec les lentilles corail. Donc j'avais envie quand même d'essayer et là j'ai eu l'idée de me baser plutôt sur une recette de cake salé et c'est ce que j'ai réalisé pendant cette vidéo et le résultat était plutôt pas mal. Donc dans le blender, on va avoir besoin d'un blender ou un bon mixeur. J'ai mis du lait végétal, vous pouvez utiliser du lait classique. J'ai mis les œufs, les lentilles corail que j'ai rincées de nouveau, je les ai égouttées, il faut bien les égoutter. Moi je les ai pas bien égouttées et avec le recul je me dis j'aurais dû bien les égoutter. Et donc j'ajoute également de l'huile d'olive, on mixe bien, il faut vraiment avoir une belle texture lisse et le plus lisse possible. Il ne faut pas qu'on ait encore des lentilles corail qui sont entières. Voilà ce qu'on obtient, une belle texture avec une belle couleur et là je vais ajouter le restant des ingrédients. Donc j'utilise du bicarbonate de soude pour faire lever le cake. On mélange bien, je vais aussi utiliser du vinaigre de cidre, ça permet de contrer un petit peu l'acidité du bicarbonate et ça aide aussi à bien faire lever la pâte. J'ai allumé le four pour le préchauffer à 180 degrés, donc là c'est facultatif, j'avais envie d'aromatiser un peu plus le cake, j'ai ajouté des rondelles d'olive. Sinon vous pouvez soit laisser comme ça nature ou aromatiser comme vous le souhaitez. Vous pouvez même mettre des épices. Donc pour le démoulage, je ne voulais pas prendre de risque, j'ai mis dans le fond du papier cuisson et sur les côtés j'ai bien beurré. Et après pour la cuisson ça m'a pris environ 25 minutes, donc juste avant de sortir du four il faut bien vérifier avec un couteau, il faut que ça sorte soit complètement sec, enfin la lame sèche ou bien légèrement humide. Ah oui, j'ai mis aussi des graines de lin. Alors finalement le cake se démoule super bien, il faut juste bien le mettre sur une grille pour qu'il refroidisse sans qu'il y ait de l'humidité qui revient sur la pâte. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début, il faut vraiment bien égoutter les lentilles corail parce que le pain était il était un peu humide. Donc la prochaine fois, je vais bien égoutter les lentilles corail et je pense que je vais mettre un tout petit peu moins de lait. Sinon le résultat il est vraiment top et le goût est juste extra. On sent un peu le goût des lentilles corail, mais c'est pas très prononcé, ça reste léger, ça donne un bon cake qui est assez moelleux et j'aime beaucoup le fait que j'ai ajouté les olives, ça fait un cake salé finalement, donc c'est super bon, mais pour les personnes qui cherchent vraiment un pain sans gluten, vous pouvez le faire nature. Merci pour les suggestions de recettes que vous me laissez dans les commentaires. À chaque fois, je prends vraiment plaisir de les essayer. Et donc là, je fais le fameux chou-fleur entier rôti au four. Franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai jamais fait cette recette avant. J'aime beaucoup le chou-fleur et à chaque fois, je le fais cuire entier. J'ai déjà partagé avec vous la recette entier à la vapeur et j'aime trop ça. Je le fais aussi en tagine, en fleurette, etc. Donc là, pour le rôti au four, j'ai préféré le cuire d'abord à l'eau, à peu près une quinzaine de minutes. J'ai pas attendu que ça soit complètement tendre et pendant ce temps-là, j'ai préparé ma petite marinade à base d'huile d'olive, du cumin, du sel, du paprika et du poivre. Et donc c'est ce qui va me permettre de bien badigeonner le chou-fleur avant de l'enfourner.
J'ai cuit le chou-fleur à 180 degrés pendant à peu près 35 à 40 minutes et le résultat est juste génial. Je pense que les prochaines fois, je vais hésiter entre vapeur, enfin en sauce ou le four. Ça va être une fois sur deux l'une des deux recettes. Merci beaucoup pour la suggestion de cette recette. Et donc après, je l'ai servi avec du poisson façon meunière que j'ai mis aussi au four pendant la cuisson du chou-fleur. Et à côté, une petite salade à base d'endives, des carottes que j'ai coupées en très fines lamelles, un petit peu de coriandre. Et voilà, on avait une belle petite assiette qu'on a dégustée avec plaisir. J'avais acheté pendant les courses du brocoli. À la base, je voulais le faire cuire légèrement à la vapeur et ensuite le faire sauter. Et à côté, l'accompagner avec une petite omelette. Mais je ne sais pas à quel moment ça s'est transformé dans ma tête. Et j'ai fait plutôt en sorte de, je ne sais pas, un flan, gratin, je ne sais pas trop comment l'appeler. Donc, j'ai allumé le four pour le préchauffer à 180 degrés. Et j'ai battu les œufs avec des épices. Du mozzarella, des olives que j'ai coupées en rondelles. J'ai ajouté aussi de la moutarde et là je me suis dit ah dommage que j'ai pas de la moutarde à l'ancienne et donc j'ai bien mélangé le tout. J'ai versé dans mon moule à gratin bien beurré et après je me suis dit oh ça va faire bizarre juste de manger, d'enfourner comme ça. Et là, je me dis, attends, j'ai les brocolis qui sont en train de cuire à la vapeur. Au lieu de les sauter, je vais les ajouter sur les œufs. Et j'ai tout enfourné. Et le résultat était super bon. Voilà, c'est une recette qui a été un petit peu décidée au fur et à mesure que je faisais à manger. Et c'est pour ça que des fois, donc, je prévois mon menu. J'ai les ingrédients que j'ai achetés, mais je réalise pas forcément la recette qui était prévue. Il y a toujours des petits ajustements parce que j'ai des envies de dernière minute ou une idée comme ça qui me vient en tête. Donc voilà ce que ça a donné. C'était super bon. Si jamais vous essayez cette recette, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Tout a bien commencé pourtant, j'ai décidé de faire ma pâte habituelle que je maîtrise. J'ai même décidé de la parfumer un petit peu avec du cumin. J'ai allumé le four à 150 degrés vraiment une toute petite minute pour le chauffer et pour permettre à ma pâte de bien pousser parce qu'il faisait super froid ce jour-là. J'ai aussi mis de l'huile d'olive dans ma pâte, j'ai pétri tranquillement. Ma pâte était bien souple, tout était bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Franchement, je n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé après. La pâte a bien gonflé, là je viens bien huiler mon plat. Vous pouvez utiliser des plaques classiques qui vont au four, vous les chemisez de papier cuisson si vous voulez vraiment une saladière bien fine. Pour ma part j'aime bien quand c'est un peu épais. Sur la pâte j'ai prélevé une partie pour mon fils parce que lui il ne mange pas cette recette là, donc j'ai décidé de lui faire une petite pizza à côté et ensuite j'ai tout simplement bien étalé ma pâte directement dans le plat. J'ai acheté ces anchois marinés au piment et j'ai sorti les oignons que j'ai préparés pendant la session de batch cooking. Et là, toujours le même dilemme, je mets d'abord les oignons et ensuite les anchois
ou les anchois et après les oignons parce que ça a tendance un petit peu à cramer lors de la cuisson. Bon, ce jour-là, j'ai mis d'abord les oignons et ensuite les anchois et après j'ai terminé par les olives noires. Alors, il faut compter à peu près 35 minutes de cuisson et c'est là que ça se gâte. J'ai oublié de mettre la minuterie et comme je suis quelqu'un qui fait 36 000 choses à la fois, je suis partie faire je ne sais plus quoi et j'ai complètement oublié le plat au four et donc quand je me suis rappelé qu'il y avait quelque chose, voilà, c'était un peu trop cuit et donc là j'étais aussi en train de préparer la pizza de mon fils et là pour le coup je suis restée à côté dans la cuisine, je n'ai pas bougé. Je n'avais pas le droit à l'erreur avec la pizza. Et sinon, en fait, malgré le fait que ça a un peu trop cuit, c'était quand même super bon et la mie était assez moelleuse. Bon, il y a des jours comme ça, il y a des semaines comme ça, il n'y a rien qui veut aller comme ce qu'on a prévu. Et donc, normalement, je voulais faire une sorte en fait, de butternut rôti au four avec des gnocchis que j'ai préparés pendant le batch cooking. Les gnocchis. Donc là, j'ai découpé le butternut, je l'ai mis à cuire à la vapeur, mais pas à 100%, à peu près 10 minutes. On n'a pas besoin que ça soit bien tendre. Et j'ai préparé mon plat qui va au four, je l'ai huilé, j'ai mis des épices pour bien aromatiser les morceaux de butternut et j'ai bien mélangé. Et donc à côté, je suis passée à la cuisson de mes gnocchis. J'ai pas partagé avec vous la recette pendant le batch cooking parce que je vous ai dit que je n'ai pas vraiment suivi de recette en particulier. Et dans les recettes que j'ai pu trouver, il y avait toujours l'utilisation de la farine blanche. Et moi, ce jour-là, j'avais envie d'essayer avec de la farine de sarrasin. C'est une farine qui est compliquée quand même à utiliser. Sa texture est assez délicate. Mais bon, je me suis dit, ah, c'est bon, c'est pas si compliqué que ça. Mais si, le résultat est voilà ce que ça donne. On obtient de la purée pendant la cuisson. En fait, le jour J, quand j'ai réalisé les gnocchis, je les ai cuits, j'ai cuit une partie directement pour voir ce que ça donnait et j'ai obtenu la même chose. Je me suis dit, ah, c'est peut-être parce que je les ai trop cuits. Normalement, dès que ça monte à la surface, au bout de quelques petites secondes, il faut les retirer. Bon, je me suis dit, c'est à cause de la cuisson. Comme j'avais déjà congelé l'autre partie, je me suis dit, bah, je ferai une cuisson le jour J quand j'ai prévu de les manger. Sauf que, bah voilà, c'est raté. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire à manger? Parce que j'avais les butternuts qui étaient cuits. Et là, plouf! J'ai eu l'idée de cuire des lentilles à l'eau. Je les ai mis à tremper en fait parce que finalement j'ai gardé cette recette pour le soir. Et je les ai ajoutées sur le butternut. Il me restait un petit morceau de feta que j'ai ajouté avec du fromage. Ça s'est transformé en comme un, je sais pas, un hachis parmentier végétarien revisité. Enfin, je sais pas trop. Donc voilà. Pour la cuisson des lentilles, en fait, je ne jette jamais l'eau, je la bois à côté. En fait, je la déguste comme ça, comme un bouillon. Et j'ai pris aussi un petit peu de ce bouillon pour, en fait, comme je voulais vraiment que le fromage gratine, je voulais pas avoir une préparation sèche, donc j'ai ajouté un peu de bouillon dans le fond et ça a permis d'avoir un petit peu une petite sauce. Et franchement, franchement, c'était pas mal, c'était bon. Ah oui, dans l'eau de cuisson, j'ai mis du sel pour bien aromatiser quand même les lentilles. J'ai enfourné à peu près 20 à 25 minutes et voilà, on a bien mangé ça. Et pour accompagner la recette, j'ai servi du kimchi. Ça fait un mois que je l'ai réalisé et là c'est bon, il est arrivé à maturité. C'est du kimchi de chou rouge. J'ai déjà partagé avec vous la recette. Et cette salade, c'est à base de radis noirs que j'ai râpé avec des carottes. Je l'ai réalisé dans le cadre de batch cooking. En fait, je l'ai fait en début de semaine. Et comme ça, j'en ai pour toute la semaine pour accompagner mes recettes.
Vous m'avez posé la question dans le menu de batch cooking que je vous propose sur le mois, pourquoi il n'y a pas de sucré. C'est vrai que je ne prévois plus je fais plus de batch cooking, on va dire sucré pour tout ce qui est goûter, collation, etc. Tout simplement parce que petit à petit, ces derniers on va dire petits mois, notre alimentation a vraiment bien changé et on mange de moins en moins des choses sucrées et quand on a envie de quelque chose, bah, je fais un peu comme ça à la dernière minute des crêpes ou des gaufres ou enfin voilà des petits gâteaux, mais je n'ai plus besoin vraiment de faire quelque chose à l'avance, de stocker comme par exemple les cookies, les brioches, etc. Et vraiment ça s'est fait de manière progressive sans qu'on se rende compte et surtout pour mon fils, voilà, il mange plus vraiment trop sucré par rapport à avant. Souvent, en fait, je lui fais plutôt des petits sandwichs pour le goûter. Il aime beaucoup ça avec du fromage, du beurre, et puis ben, un petit lait chaud. Enfin voilà, voilà pourquoi j'ai pas je vous ai pas mis des idées de recettes sucrées dans le menu. Et donc là, ce jour-là, d'ailleurs, c'est lui qui me l'a demandé. Il m'a dit je veux des gaufres. Donc j'ai fait des gaufres à base de farine semi-complète. C'est de la T110 et je l'ai aromatisé avec de la vanille. Et puis pour l'accompagner, j'ai préparé une pâte à tartiner maison qui est très 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 bonne. Je commence par faire torréfier les amandes à 180 degrés à peu près 10 petites minutes. On fait attention, on n'a pas besoin de les cramer, juste le temps de les faire prendre une belle coloration. Et pendant ce temps-là, je viens découper du chocolat. J'utilise du chocolat 74%, mais vous pouvez utiliser le chocolat de votre choix. On est vraiment toujours dans cette démarche de diminuer notre consommation de sucre. Donc, le bon compromis au niveau du chocolat, à la place du 52 que j'utilisais beaucoup avant, c'est le 74%. Alors, les amandes, là, elles ont vraiment pris une belle couleur. Comme ça continue à cuire même après les avoir sorties du four, je les mets sur une assiette et je vais les mettre à refroidir au réfrigérateur naturel, c'est-à-dire sur le bord de ma fenêtre. Le lait de coco, je l'ai bien chauffé. Il ne faut pas le faire bouillir, mais juste bien le chauffer. On le verse sur le chocolat et on va couvrir et on laisse reposer. C'est comme quand on fait une ganache au chocolat, c'est vraiment la même chose. D'ailleurs, si vous voulez une ganache au chocolat sans lactose, peu sucrée, vous pouvez faire cette même méthode et après vous la faites durcir un petit peu au frigo. Bon, une galère pour positionner mon mixeur, c'est bon. Donc là, les amandes, je vais tout simplement bien les mixer pour obtenir presque une pâte. C'est comme quand on fait la pâte ou le beurre de léagineux. Donc au début, ça se transforme en poudre et petit à petit, on commence à obtenir cette belle texture. Donc en fonction de la puissance de votre mixeur, ça va vous prendre plus ou moins... alors moi, ça m'a pris à peu près 5 bonnes minutes, mais voilà, ça peut durer jusqu'à 10 minutes. Ça sent super bon, il manque juste un petit filet, un petit peu d'huile d'argan pour faire du hamelou. C'est une sorte de pâte à tartiner marocaine à laquelle on ajoute aussi du miel. C'est excellent. Donc, on mélange bien le chocolat avec le lait. Comme je n'ai pas coupé le chocolat de manière régulière, j'avais encore des morceaux qui n'ont pas fondu. Donc si ça vous arrive, ce n'est pas très grave. Vous mettez au micro-ondes 30 petites secondes et là, normalement, ça va fondre. On mélange bien et voilà ce qu'on doit obtenir comme texture. Vraiment une belle texture lisse et brillante. Et après, on vient ajouter cette... Ah, c'est tellement bon. Je fais le montage et en jeûnant en fait, je jeûne. Là, je le fais, il est 15h49. Je jeûne, je n'ai pas faim, mais le fait de voir ça, j'ai envie de mettre mon doigt et de manger dans l'écran. Bref, on ajoute les amandes au chocolat. Et là, ma petite touche que j'aime faire aussi quand je fais le beurre de cacahuète, j'ajoute de la cannelle et de la vanille. C'est trop bon. Franchement, ça change complètement le goût. On mélange bien et voilà, notre pâte à tartiner est prête. On peut l'utiliser directement. Sinon, vous pouvez la mettre au frigo. Elle va durcir. Elle se garde assez longtemps, mais chez moi, ça ne reste pas plus d'une semaine. Des fois, on la termine quand j'ai une personne supplémentaire à la maison, quand on a du monde.
genre juste une personne ou deux, ça part. Il y a plus rien. C'est du one shot. Donc on mélange vraiment bien. Après, vous pouvez réserver dans une boîte qui se ferme bien hermétiquement. Et personnellement, je la garde au réfrigérateur. Et après, donc si vous l'utilisez tout de suite, elle est comme ça, elle est facile à étaler. Quand vous la mettez au frigo, elle va durcir. Donc ça va être un petit peu plus compliqué à étaler. Si vraiment vous n'arrivez pas... comment dire? En fait, ça fait comme des petits morceaux, donc que vous pouvez découper. C'est un peu comme le beurre en fait quand vous le sortez. Sinon, vous mettez quelques petites secondes au micro-ondes et ça va fondre un peu et ça sera plus facile à étaler. Et après, voilà. Une dégustation avec les gaufres. Alors en fait, les gaufres qu'on obtient, elles sont assez croustillantes. C'est comme ça que mon fils les aime. Donc si vous faites cette recette-là, sachez qu'on obtient des gaufres croustillantes. Et voilà, j'espère que ces idées de recettes vont vous plaire, qui vont vous donner de l'inspiration et l'envie de passer en cuisine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.